Ici à Ispahan. Sur ces images amateurs, une boule de feu suivie du bruit de l'impact sur les installations. De la fumée s'échappe aussi de l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordo. 3 cibles visées au total par les États-Unis avec le site stratégique de Natanz. L'attaque a été préparée dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche. Le président américain se félicite de l'opération baptisée Midnight Hammer, marteau de minuit. Ce soir, je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. L'Amérique s'est surpassée, dit pour sa part le Premier ministre israélien, qui multiplie les superlatifs pour remercier son allié. Félicitations, président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires iraniennes avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis marquera l'histoire. À Tel Aviv, un panneau publicitaire a carrément été installé. « Merci, Monsieur le Président », peut-on lire. L'Iran, de son côté, affirme que les États-Unis ont fait exploser la diplomatie. L'Iran continuera à défendre son territoire, sa souveraineté, sa sécurité et son peuple par tous les moyens nécessaires. Après cette attaque américaine, l'Iran a lancé 40 missiles sur Israël. Des quartiers habités au nord et au sud de Tel Aviv ont été touchés. Des maisons et des immeubles ont été totalement éventrés. Il y a une vingtaine de blessés. La situation me stresse beaucoup. C'est pour ça que je suis dans cet abri. Je remercie le président Trump. Dans la Bible, il est écrit « Si quelqu'un veut te tuer, tu dois le tuer d'abord ». Pour de nombreux observateurs, l'attaque américaine ne respecte pas le droit international. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence ce soir pour évaluer la situation. On va se rendre en direct à Tel Aviv pour rejoindre notre correspondante Bethsabée Salem. Bonsoir. L'Iran promet des représailles. Dans quel état d'esprit sont ce soir les Israéliens ? Vous savez, finalement, les Israéliens, ce soir, ils sont à peu près dans le même état d'esprit qu'ils étaient hier à la même heure et ces derniers jours, finalement, avec les salves de missiles et le nombre de missiles à chaque salve qui diminue un petit peu chaque jour. Alors, c'est vrai qu'on sait ici très bien que tout peut basculer en quelques secondes, en quelques minutes, mais à Tel Aviv, par exemple, et dans le reste d'Israël, il n'y a pas eu de sirène qui a été activée depuis ce matin, 7h30, heure locale, quand il y a eu ces 2 salves de roquettes. Maintenant, c'est vrai que les Israéliens sont en alerte, que l'Iran l'a montré, il a encore des capacités, notamment balistiques. Il faut faire peut-être la différenciation avec les familles qui ont des enfants qui sont beaucoup plus en alerte, qui évitent de sortir de chez elles ou en tout cas d'aller trop loin au cas où il y aurait une alerte et qu'il faudrait courir se réfugier vers un abri. C'est un petit peu moins handicapant pour les personnes qui ne sont pas avec des enfants, mais bien sûr, les Israéliens voient le bilan des derniers jours. On le rappelle, 24 morts, des 10 000 aussi Israéliens qui ont perdu leur maison dans les bombardements, dans les missiles, dans les explosions de missiles et dans les dégâts. Donc évidemment, tout le monde est aux aguets et surtout le porte-parole de Tsahal aujourd'hui a insisté, il faut se préparer à tous les scénarios et il faudra être patient. Bethsabée, ce matin, les Iraniens ont visiblement utilisé une nouvelle arme qui peut contourner le dôme de fer. C'est le système antimissile israélien. De quoi s'agit-il ? Oui, alors les gardiens de la Révolution affirment qu'ils ont utilisé ce missile Kedar. C'est un missile de précision et surtout sa particularité, c'est qu'il peut en fait, grosso modo, zigzaguer en fin de parcours et ça le rend très difficile. Ça rend pour le système de défense israélien, c'est très difficile de l'intercepter. C'est un petit peu le même problème qu'il y a avec les drones. Finalement, un missile, quand il est tiré depuis l'Iran, le système de défense peut calculer sa trajectoire. Or, si en cours de route, eh bien, le drone ou le Kedar
change de direction, effectivement, ça devient un défi de plus pour le système de défense. Et c'est ce qui s'est passé sans doute aujourd'hui, une fois de plus, où on a vu encore une fois des missiles qui arrivent à franchir ce système de défense israélien. Alors bien sûr, Israël mène, on l'a vu, de multiples frappes en Iran pour notamment détruire les lanceurs de missiles et aussi les entrepôts. Mais le problème, c'est que surtout avec les entrepôts, ils sont souvent enfuis des dizaines de mètres sous terre et du coup ça rend quelque chose de difficile pour Israël. C'est difficile d'arriver à détruire tous ces missiles et il en reste encore beaucoup en Iran. Merci beaucoup Betsabé Salem d'avoir été en direct avec nous ce soir depuis Tel Aviv. On va aller plus loin ce soir dans la compréhension de ce qui s'est passé sur le terrain en Iran. Cet après-midi, chose excessivement rare, le Pentagone a détaillé la manière dont la mission Marteau de minuit a été menée. Un plan d'attaque d'une grande complexité. Sébastien Rosenfeld avec Catherine Van Severen. Une conférence de presse exceptionnelle. Le Pentagone dévoile carte à la clé son plan d'attaque, l'opération Marteau de minuit. La première phase débute avec le départ d'un groupe important de bombardiers B-2 de la base de Whiteman, dans le Missouri. Ils prennent la direction de l'ouest. Ce sont en fait des leurres pour tromper l'ennemi. Dans le même temps, 7 bombardiers B-2 se déplacent vers l'est. Il s'agit du groupe d'attaque. Ces avions furtifs se font le plus discret possible avec un minimum de communication. Au même moment, un groupe aéronaval se trouve dans la mer d'Arabie, au sud de l'Iran. Il est composé du porte-avions Nimitz et d'autres bâtiments, dont des sous-marins. Juste avant que le groupe de frappe n'entre en Iran, un sous-marin américain du groupe aéronaval a lancé plus de 2 douzaines de missiles de croisière terrestre Tomahawk contre des cibles clés de l'infrastructure de surface à Ispahan. Voici le site d'Ispahan, connu depuis 2024 pour convertir de l'uranium en forme nécessaire pour l'enrichissement. Mais l'objectif principal est le site de Fordo, caché à une centaine de mètres sous terre. Pour l'atteindre, les B-2 vont larguer la GBU-57, la bombe anti-bunker. Celle-ci mesure 6 mètres de long sur 80 cm de large, pèse 13,6 tonnes avec une charge explosive de 2,7 tonnes. La bombe anti-bunker pénètre à la vitesse de 1200 km/h jusqu'à 60 mètres de profondeur avant d'exploser. À 2h10 heure d'Iran, le B-2 de tête a largué 2 GBU-57, des armes à pénétration massive, sur le premier de plusieurs points de visée à Fordo. Les autres bombardiers ont également atteint leur cible, avec un total de 14 bombes pénétrantes larguées contre 2 zones cibles nucléaires. Voici le site de Fordo, avant et après l'attaque, et les complexes de Natanz et Ispahan. Selon le Pentagone, l'effet de surprise est total durant toute l'opération. Les chasseurs iraniens n'ont pas volé pour intercepter les bombardiers et les systèmes de missiles solaires n'ont rien détecté. L'ordre que nous avons reçu de notre commandement en chef était ciblé, puissant et clair. Nous avons dévasté le programme nucléaire iranien, mais il convient de noter que l'opération n'a pas visé les troupes ou le peuple iranien. L'Agence internationale de l'énergie atomique déclare qu'aucune fuite radioactive n'a été détectée sur les sites iraniens visés. Chantal Monet nous a rejoint en plateau. Bonsoir, vous êtes notre référente pour les questions internationales. Alors depuis ce matin, Chantal, on assiste à une guerre de communication. Les États-Unis disent avoir complètement détruit les sites nucléaires. L'Iran affirme que les dégâts sont limités. Alors ce soir, qui doit-on croire ? Alors, parler de dégâts limités, c'est sans doute un peu peu. Est-ce que le programme a été totalement anéanti? Difficile de le savoir, mais des responsables israéliens sont un peu plus nuancés que les Américains. D'après les images satellites, les dégâts sont considérables, donc très certainement, c'est un coup extrêmement dur qui a été porté au programme nucléaire iranien qui vient de prendre des années de retard. Chantal, je voudrais qu'on regarde ensemble ces images. Elles ont été prises il y a 3 jours au-dessus de Fordo, qui est l'un des sites qui a été touché. On y voit des files de camions à proximité du site. Que font ces camions? Est-ce que l'on peut penser que les Iraniens ont eu le temps d'évacuer l'uranium depuis le site de Fordo? Oui, alors on voit, ce sont 16 camions qui ont été repérés. D'après l'Agence internationale de l'énergie atomique, 408 kilos d'uranium
était enrichi à 60% proche du seuil militaire. Alors, où se trouve ce stock? Est-ce qu'il a été mis à l'abri ces derniers jours? Se trouve-t-il dans ces camions? C'est possible. En tout cas, l'Iran affirme cet après-midi avoir déplacé hier des stocks en lieu sûr. On peut aussi imaginer que les Iraniens ont sauvegardé toute une série de données. On sait aussi que des scientifiques ont été tués, mais évidemment pas tous. Téhéran dit d'ailleurs aujourd'hui que son savoir-faire nucléaire ne peut être détruit. Donc dire que la menace a été totalement anéantie, ce serait quand même risqué. Chantal, vous restez avec nous. Je reviens vers vous dans un instant parce qu'on va prendre à présent la direction des États-Unis où nous attend notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonsoir. Elisabeth, comment les Américains réagissent-ils ce soir à ces bombardements? Soutiennent-ils la décision du président Donald Trump? Écoutez, les Américains sont divisés sur le bien fondé de l'intervention militaire de leur pays en Iran, mais autant cette division semblait dépasser les lignes partisanes il y a encore quelques jours. Un sondage du Washington Post montrait que 25% seulement des Américains étaient pour des frappes, 45% étaient contre et puis 30% ne savaient pas trop quoi en penser. Mais depuis les frappes d'hier, plus les heures passent, plus on sent que les républicains se rangent derrière la décision de Donald Trump. Les critiques sont assez isolées à droite, même si Donald Trump avait fait campagne contre justement toute implication des troupes américaines sur des terrains de conflit, notamment dans ces guerres stupides, comme il les appelait. Au fond, sa base électorale est en train de penser que pour le moment, rendre sa grandeur à l'Amérique, Make America Great Again, ça passe par des démonstrations de force face aux pays ennemis de l'Amérique. Donc, peu de voix discordantes finalement à droite. En revanche, la gauche américaine est vent debout pour dénoncer ces opérations, ces frappes décidées unilatéralement sans le feu vert du Congrès. Elisabeth, dans moins de 2 heures maintenant, à New York, où vous vous trouvez, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir. Que peut-on attendre de cette réunion ? Alors donc il y a ce débat sur la légalité des frappes en interne, mais également sur le respect du droit international. Donc à la demande de Téhéran, le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir tout à l'heure ici à New York. L'idée pour l'Iran, c'est d'appeler la communauté internationale à condamner ces frappes américaines, violation selon lui de la Charte des Nations Unies et du traité de non-prolifération nucléaire. Il y a peu à attendre de cette 3e réunion depuis le début de la guerre entre Israël et l'Iran. Les États-Unis ont le droit de veto au Conseil de sécurité, mais encore une fois, l'objectif des Iraniens, c'est d'isoler le plus possible les Américains sur la scène internationale. Merci beaucoup Elisabeth pour ce point en direct de New York. Alors les frappes de cette nuit marquent véritablement un tournant historique dans la relation entre les États-Unis et l'Iran. Les deux pays sont des ennemis jurés. Retour sur les principaux événements qui ont cristallisé cette relation explosive avec Laura Van Lerberg et Véronique Forêt. Des révolutionnaires prenant d'assaut l'ambassade américaine en Iran et des diplomates américains détenus de force. Les images font le tour du monde. C'est le début de la crise des otages. Elle va durer 444 jours. Un événement qui nourrit la colère et l'hostilité du peuple américain. Aucun acte n'a, au cours des 10 dernières années, suscité autant d'unité au sein de l'opinion publique américaine que la prise d'otage de nos compatriotes à Téhéran. À cette période, l'Iran reproche aux États-Unis de ne pas reconnaître le nouveau régime iranien depuis la révolution islamique en 1979 et d'abriter le dernier Shah d'Iran sur le sol américain. Les États-Unis imposent des premières sanctions. La guerre Iran-Irak aggrave les tensions, tout comme la découverte en 2002 de sites nucléaires secrets développés par l'Iran. Le président américain George W. Bush accuse le pays de sponsoriser le terrorisme et plaide pour un changement de régime. Des États comme ceux-ci, ainsi que leurs alliés terroristes, forment un axe du mal, s'armant pour menacer la paix mondiale en recherchant des armes de destruction massive. Les États-Unis sont perçus par l'Iran comme le grand Satan, l'incarnation d'une puissance cherchant à maintenir sa domination sur les affaires internationales. En 2013, sous les présidences de Barack Obama et d'Hassan Rouhani, un climat d'apaisement s'installe.
L'accord sur le nucléaire iranien est signé en 2015. Mais 3 ans plus tard, Donald Trump met un terme à cet accord et balaie des années d'efforts. Le 3 janvier 2020, toujours l'administration Trump décide de manière unilatérale d'assassiner le dirigeant des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, en Irak. Et 2 jours plus tard, vous avez l'Iran qui dit nous ne nous sentons plus tenus par l'accord de 2015. En début d'année, les négociations sur le nucléaire reprennent entre les 2 pays, mais n'aboutissent à aucun accord. Chantal Monet, vous êtes toujours avec nous. Depuis ce matin, les réactions internationales sont plutôt timides. Comment peut-on expliquer que les différentes capitales européennes soient aujourd'hui si discrètes ? Alors, il n'y a pas que l'Europe, c'est discrétion aussi des pays de la région et de la Russie, pourtant, sur papier, alliés de Téhéran. Contrairement à Gaza, on voit que sur l'Iran, Benyamin Netanyahou parvient à fédérer. Il faut dire que le régime des Mollahs et son terrorisme ont semé la mort pendant des décennies, touchant aussi bien la région que les Occidentaux. Un relatif silence que le chancelier allemand Friedrich Merz avait traduit ces derniers jours avec cette phrase, Israël fait le sale boulot pour nous. L'Iran est finalement très isolé. Ses proxys, Hezbollah et Hamas, sont affaiblis. Son allié, le Syrien Bachar al-Assad, a été renversé. Donc le risque d'embrasement est limité. Un risque d'embrasement limité, mais quelles sont les options qui s'offrent à l'Iran ? Quelles représailles peut-on envisager dans les jours et les heures qui viennent ? Continuer à tirer des missiles, même si le nombre de facto diminue, puisque Israël frappe quotidiennement les stocks de missiles et les rampes de lancement. Et ça pourrait être aussi activer justement ces proxys, ces alliés, même si, on l'a dit, ils sont affaiblis, mais pour aller viser des intérêts israéliens et américains, que ce soit par des frappes sur des bases militaires ou bien des assassinats, des attentats. Mais là, Donald Trump a prévenu, la riposte serait terrible si on touche aux intérêts des États-Unis. Autre option, bloquer ou miner le détroit d'Ormuz. Mais là aussi, on imagine qu'il y aura une réaction militaire vu les enjeux économiques. Donc on voit que la marge de manœuvre de l'Iran est limitée. Merci beaucoup Chantal pour votre analyse en direct ce soir. Et on le disait justement à l'instant, l'une des premières réactions de l'Iran pourrait être de fermer ce détroit d'Ormuz. Le Parlement iranien l'a décidé cet après-midi. Alors si cette décision est validée par le Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, c'est toute l'économie mondiale qui pourrait être impactée. Explication avec Mélinda Bilmez et Amandine Payen. Le détroit d'Ormuz, un espace stratégique pour l'économie mondiale. Situé sur les côtes iraniennes, 20% du pétrole mondial y transite. Cela représente 20 à 30 millions de barils par jour. Depuis la récente escalade de tensions entre l'Iran et Israël, Téhéran menace de le fermer. Mais cette décision pourrait avoir de lourds impacts économiques, à commencer par un doublement du prix du baril de pétrole. Le prix du baril pourrait s'envoler jusqu'à $120 le baril. Ça voudrait dire presque un doublement du prix par rapport à il y a quelques semaines. Un blocage du détroit d'Ormuz, stratégiquement, géostratégiquement parlant, forcerait probablement d'autres grandes puissances, dont la Chine, à sortir du bois, j'ai envie de dire, et à s'impliquer dans ce conflit. Contrôlé par l'Iran et Oman depuis 1975, ce passage essentiel, clé pour le pétrole et le gaz, a souvent été source de tensions et d'arguments pour l'Iran. Fin d'année 2011, déjà dans le contexte des sanctions à l'encontre de l'Iran pour le programme nucléaire, l'Iran avait commencé à mener des exercices dans le détroit d'Ormuz de tir de missiles, ce qui effectivement était déjà interprété comme une menace d'un blocage de ce détroit. Les conséquences seraient alors énormes sur l'économie mondiale si le détroit venait à être fermé. C'est aussi l'occasion pour Téhéran d'engendrer des négociations dans ce conflit qui dure depuis 10 jours maintenant et de réagir à nouveau face aux frappes américaines. Intéressons-nous à présent aux Belges présents dans la région. Selon le ministre des Affaires étrangères, une grosse centaine de Belges sont présents en Iran. Alors ces derniers jours, certains ont pris la décision de quitter le pays et de rentrer en Belgique. C'est le cas d'Ali. Ce belgo-iranien était bloqué à Téhéran. Il est finalement parvenu à sortir du pays, et ce, en évitant les bombes. Son récit est recueilli par Chantal Monet, Recep Ametaj et Véronique Forêt.
Bonjour, je m'appelle Ali et malheureusement je suis bloqué ici en Iran depuis à peu près 5 jours qu'il y a la guerre. La vidéo date de mardi. Ce belgo-iranien nous racontait la difficulté pour sortir d'Iran. Le voici 5 jours plus tard. Je devais arriver à un point A au point B. Et le point B, c'est la Belgique. Et je devais y arriver. Et j'y suis arrivé. Un périple de 4 jours, en taxi, à pied, en bus, à travers l'Iran et la Turquie. Je me suis réveillé à 7 h du matin et j'ai dit non, je dois partir. Et à midi, j'étais parti. Ça a commencé par un taxi de chez moi jusqu'au nord de Téhéran. 4 jours d'aventure entre rationnement d'essence, bakshish et la crainte d'être pris pour un espion, notamment par un chauffeur de taxi. Ali prétexte un besoin pressant pour s'échapper. Et j'ai pris ma valise et j'ai couru en fait. J'ai couru, je suis parti dans les bois. J'ai marché énormément. J'étais un migrant. On voit les images à la télé, on ne s'imagine pas. Après 2 jours et demi, Ali arrive à la frontière avec la Turquie. Chaque jour, ils sont des centaines d'Iraniens et d'étrangers à vouloir la traverser. Là, il fallait payer des sous-de-table à gauche, à droite. C'est le Moyen-Orient, donc tout se fait avec des sous-de-table. Reste alors à trouver un bus pour traverser la Turquie. C'est la cohue. Mais les bus pour Istanbul étaient full depuis 3 jours. Et j'ai attrapé la main du chauffeur. Je l'ai un peu écarté et je lui ai dit, écoute, je te donne tout ce que tu veux, emmène-moi avec. Il me dit, non, il n'y a plus de place. Et là, je lui donne 100 €. Je ne sais pas si je peux le dire. 26 heures de bus avec des bus qui ne sont même pas faits pour des longs trajets. C'est comme le bus de la STIB ici, en fait. Imaginez-vous, vous asseyez 26 heures. Le voyage se termine en avion jusqu'à Bruxelles. Ali s'estime chanceux. Beaucoup n'ont ni les moyens ni la possibilité de fuir la guerre. La deuxième pour lui. Les bombardements, vous les entendez du matin au soir, du soir au matin. Ça ne s'arrête pas. Et sur le chemin, les missiles aussi, j'en ai vu passer au-dessus de ma tête. La peur était tout le temps là, mais ce n'était pas la même peur que quand j'étais enfant. C'est une autre peur, quoi. Il s'est juré d'y retourner dès que possible. Et notez que ce soir, un conseil des ministres restreint est en cours au 16 rue de la Loi. Maxime Prévost, le ministre des Affaires étrangères, y participe. Avant cela, il a accepté d'être face à Buxan. Interview dans quelques minutes. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette actualité internationale. Chez nous, on va revenir à présent sur une réunion importante demain dans le groupe de distribution Carrefour. Direction et syndicats se retrouvent pour aborder le délicat dossier de l'ouverture le dimanche. Alors à la veille de cette réunion, nous sommes allés à la rencontre des commerçants et des clients qui fréquentent des magasins qui ouvrent déjà le dimanche. Quel bilan tire-t-il de cette ouverture? C'est ce que l'on voit avec Justine Roldan-Pérez et Alexandros Kiritsis. Depuis le passage sous franchise, le Delhaize de Jambes ouvre le dimanche, le matin dans un premier temps, et depuis avril, toute la journée, un vrai succès pour le magasin. On constate que c'est devenu notre 3e meilleur jour de la semaine, après le samedi et le vendredi. On n'a pas vu de cannibalisation sur les autres jours de la semaine, donc c'est vraiment du chiffre d'affaires en plus. Ici, le personnel se propose de manière volontaire. Contre toute attente, nombreux sont ceux qui apprécient travailler le dimanche. C'est le cas de Anne, employée depuis 25 ans. Je trouve que travailler le dimanche, pour moi, c'est un avantage parce que ça me permet d'avoir un autre jour de congé pendant la semaine pour pouvoir être avec mon mari